Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur Alexandria Real Estate Equities. On va décortiquer un peu les sources, surtout leur conférence téléphonique du premier trimestre 2025. Oui, l'objectif, c'est de voir clair dans leur santé financière, leur stratégie, qui est quand même assez unique dans l'immobilier des sciences de la vie, et puis comment ils voient le contexte actuel. Alors Alexandria, ils se positionnent vraiment comme la référence, le pionnier même. Ils ont inventé ce concept de clustering, de regroupement. C'est ça, avec leur méga campus. D'ailleurs, c'est énorme dans leurs revenus, hein. 75% des loyers annuels viennent de là. Un sacré portefeuille aussi, presque 40 millions de pieds carrés. Et ce qui ressort tout de suite dans les documents qu'on a pu voir, c'est la solidité financière. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Que leur bilan est parmi les plus costauds des FPI, des REITs, comme on dit. Meilleure note de crédit de la catégorie, apparemment. D'accord. Et un point super important, la durée moyenne de leur dette. Plus de 12 ans. C'est le double de la moyenne du secteur sur le S&P 500 REITs. Ça montre une vision à long terme. Ok, donc une gestion prudente. Et les dividendes, les loyers. Le dividende est jugé sûr, avec un faible ratio de distribution. Et pour les loyers, au premier trimestre, ils ont encaissé quasiment tout. 99,9%. C'est très solide. Cette solidité, on la retrouve dans les chiffres du T1 2025, j'imagine. Tout à fait. Grosse activité locative. Plus d'1 million de pieds carrés loués. C'est le 5e trimestre de suite qu'il dépasse ce seuil. Pas mal. Et les prix des loyers? Ça monte bien aussi, plus 18,5% en cash sur les nouveaux baux et les renouvellements. Le FFO ajusté par action, la mesure clé de rentabilité pour eux, atteint 2,30 $. Bon, il y a quand même une petite ombre au tableau, non? Le taux d'occupation qui baisse un peu, à 91,7%. Oui, mais ils expliquent ça assez bien. C'est surtout lié à des départs de locataires qui étaient prévus, des fins de bail connues. D'accord. Et il y a aussi le cas intéressant de Moderna. Ils partent, mais pour aller dans des locaux plus grands, développés par Alexandria. Ah, donc ils les gardent dans leur giron, en quelque sorte. Exactement. Ça montre qu'ils arrivent à accompagner la croissance de leurs gros locataires. C'est plutôt malin. Intéressant. Si on élargit un peu, comment les sources décrivent le contexte économique et celui du secteur des sciences de la vie? Alors le message clé, c'est que l'innovation continue à fond, même si l'économie est instable. Le besoin est là. Il rappelle que 9 maladies sur 10 n'ont toujours pas de traitement vraiment efficace. Ça donne une demande de fonds qui est énorme, évidemment. Et côté financement, Le capital risque, d'après les sources, reste stable mais prudent. On mise sur les boîtes solides et les fusions-acquisitions continuent. Ça bouge pas mal. et sur le plan politique, réglementaire, ça a l'air d'être un sujet aux États-Unis en ce moment. Oui, les sources mentionnent des nominations importantes. Un Dr Oz au CMS, Dr Bhattacharya au NIH et Dr McCurry à la FDA. Ok, et ça implique quoi, d'après ce qu'on lit? Au NIH, notamment, il y a des discussions. Alors la source citée dans la conférence parle d'une possible restructuration du NIH jugée inefficace. Il y a même des doutes exprimés sur son financement futur, liés selon cette personne à la controverse sur Wuhan. Ok. Et pour le CMS et la FDA? Ça semble plus stable d'après la source, même s'il y a eu quelques départs à la FDA. On y évoque aussi un possible allègement de la réglementation. Bon, il faut être clair ici, on rapporte les points de vue exprimés dans les sources, on ne prend pas position. Absolument, c'est crucial. D'autres points sont soulevés, comme les tarifs douaniers qui créeraient du chaos. Chaos carrément. C'est le mot utilisé, oui. Mais paradoxalement, ça pourrait pousser à relocaliser la bioproduction aux IS. Il y aurait aussi des progrès sur la déréglementation, l'immigration et une attente autour d'une loi fiscale ou budgétaire vers le 4 juillet. Et une petite pique à la Fed pour finir. Oui, une critique parce qu'elle ne baisse pas les taux. Classique, j'ai envie de dire. Bon, face à tout ça, comment Alexandria navigue? Quelle est leur stratégie, d'après les sources? Elle est assez claire. Focus sur les méga-campus et sur la qualité des locataires. C'est la priorité numéro 1. 51% sont investment grade ou des large caps, des entreprises solides donc, et le fait que 89% des locations du T1 viennent de locataires déjà là. Exactement, ça montre que leur modèle de campus fonctionne, les entreprises restent et grandissent sur place. Et l'autre aspect, c'est le recyclage d'actifs, c'est ça? Tout à fait. Vendre des actifs jugés moins stratégiques, comme des terrains, pour financer les nouveaux développements de pointe. Ils ont déjà bien avancé là-dessus au T1. 610 millions de dollars réalisés ou engagés. Presque un tiers de l'objectif annuel déjà. Et ils surveillent les coûts aussi. Oui, grosse discipline là-dessus. Ils visent 49 millions de dollars d'économies sur leurs frais généraux et administratifs pour 2025. Il y a aussi une idée de résilience qui revient souvent dans leur communication, non? L'idée que les crises les renforcent. C'est ça, la perspective qu'ils donnent, c'est que les périodes difficiles comme la bulle Internet ou la crise de 2008 les ont rendus plus forts et que les meilleurs coups se font au pire moment. Ils donnent des exemples concrets.
Oui, il cite Alnilam en 2003 ou Moderna en 2011, des relations nouées pendant des corrections de marché. C'est une façon de dire qu'ils savent transformer les vents contraires en opportunités. Donc, pour résumer, les sources nous montrent une Alexandria solide financièrement, avec une stratégie bien définie autour de ses campus et de locateurs de qualité. Il semble équipé pour naviguer dans un secteur essentiel, les sciences de la vie, mais qui est clairement confronté à des défis économiques et réglementaires importants. Absolument. Et peut-être une dernière pensée, une question pour nos auditeurs. Quand on voit ces discussions sur la possible refonte d'agences comme le NIH, l'accent mis sur la bio comme enjeu de sécurité nationale, l'impact des tarifs douaniers, comment est-ce que ce jeu complexe entre politique publique et innovation privée pourrait redéfinir les opportunités, mais aussi les risques pour un acteur comme Alexandria dans les années qui viennent? C'est une question intéressante à garder en tête.